Première et du pétrole en particulier. On en parle avec un expert ce matin, Benjamin Louvet. Bonjour. Bonjour Grégoire. Vous êtes associé gérant chez Prime Finance. Un mot de ce pétrole cher là. Et c'est la question que se pose la planète économique et la planète finance aujourd'hui. Est-ce que le pétrole là, peut faire dérailler notre reprise économique faible en Europe, voire avec des pays en récession, un peu plus dynamique aux États-Unis, beaucoup plus dynamique dans les émergents? Est-ce que le pétrole peut faire dérailler tout ça? C'est une question intéressante, Grégoire. Merci de l'avoir posée. J'attends la réponse. Ça va pas beaucoup nous aider. Il faut bien comprendre que c'est une question qui est assez difficile pour trois raisons essentielles. La première, c'est que malgré tout, il faut avoir conscience que la nature de la hausse est importante. Savoir comment cette hausse se fait. Est-ce qu'elle se fait brutalement ou est-ce qu'elle se fait de façon progressive? On est beaucoup plus capable dans nos économies modernes d'absorber une hausse du prix du pétrole qui va se faire progressivement, parce qu'il va y avoir une possibilité de transmission d'une partie de cette hausse dans le prix des biens consommés, alors que si cette hausse est faite de façon très brutale, il est très difficile de la répercuter, et donc là, elle a un impact très fort sur l'économie. Dans un premier temps, c'est pas tant la hausse à court terme qui a un impact, c'est la volatilité. C'est la ce qu'on appelle la volatilité, la violence de la hausse, la violence. effectivement. Ça, c'est la première chose. Ensuite, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le prix du pétrole, s'il monte, pénalise effectivement la croissance, mais la croissance des pays consommateurs. Et à l'autre bout de l'échelle, il y a également les pays producteurs. Et dans les pays producteurs, la manne pétrolière permet de consommer. Or, aujourd'hui, les pays producteurs sont des pays en plein développement et on a un besoin crucial de la croissance de ces pays en grand développement, que sont le Venezuela, que sont les pays du Moyen-Orient également, qui sont des pays qui sont aujourd'hui des gros consommateurs et qui soutiennent la croissance mondiale au moment où la croissance des pays occidentaux, elle, fait défaut. Tout ça nous fait pas un jeu à somme nulle quand même. Non, ça fait pas un jeu à somme nulle. On va y revenir un tout petit peu plus tard si vous voulez bien, mais je crois qu'il y a un troisième point également qui est très important de comprendre, parce que on a l'habitude de fonctionner avec des référentiels qui sont en train de changer dans le marché du pétrole. Ce référentiel, c'est que lorsque les prix du pétrole montent, ça fait baisser la consommation. C'est ce qu'on appelle le poids pétrolier dans l'économie. Le poids pétrolier, c'est quoi? C'est vous prenez la consommation de pétrole, vous la multipliez par le prix du pétrole et vous la rapportez au PIB des différents pays. Et quand on prend cette équation-là, on considère que quand on arrive sur les niveaux dont on s'approche aux alentours de 4,5% du PIB, c'est ce qu'on avait connu déjà en 2008, on a un impact fort sur la croissance et sur la consommation. Mais on a un référentiel qui change. Depuis 2008, il s'est passé beaucoup de choses, et notamment la consommation de produits pétroliers dans les pays en développement, les pays émergents, a énormément progressé. Or, ces pays sont encore des pays aujourd'hui qui fonctionnent avec une politique pétrolière subventionnée, qui consiste donc à aider les consommateurs pour diminuer l'impact de la hausse des prix du pétrole. On le voit notamment en Chine ou en Inde, où en 2008, quand les prix du pétrole se sont envolés, l'impact sur les prix du pétrole pour les consommateurs n'a quasiment pas changé. Donc la hausse des prix du pétrole n'a pas d'impact sur la demande des émergents qui, eux, sont en plein boom. Un impact, en revanche, potentiel sur la demande des pays matures en Europe, aux États-Unis. Elle a un impact sur les pays matures, en particulier les États-Unis et le Japon, qui sont très touchés par ces phénomènes. Néanmoins, aujourd'hui, effectivement, c'est pas là que le maximum de croissance se trouve. Donc, ça peut poser un problème. Alors après, il est difficile d'estimer, comme je le disais, la capacité de nuisance, je dirais, de la hausse de ces prix du pétrole. Malgré tout, on peut s'y essayer. La Banque mondiale fait ce genre d'exercice, et elle a notamment fait une étude dans le courant de l'année dernière expliquant quelles pourraient être les conséquences de la montée d'un prix du pétrole de $50 sur à peu près un an. La conséquence d'un prix du pétrole en hausse de $50 sur à peu près un an, selon la Banque mondiale, c'est effectivement une croissance en hausse dans les pays exportateurs, mais une croissance en baisse dans les pays importateurs. Et le jeu, au final, que vous évoquiez tout à l'heure, n'est pas à somme nulle. Ça entraîne une baisse de la croissance d'à peu près 1 point sur une année, de la croissance mondiale. Donc les conséquences ne sont pas nulles, mais comme je le disais, il faut se méfier de ces calculs dans la mesure où le référentiel a changé, où la consommation des pays émergents a profondément changé au cours des dernières années. Et puis on a des pays également, enfin juste un mot quand même de cette révolution aux États-Unis, là, cette révolution des gaz de schiste. Alors effectivement, il y a besoin d'essence pour rouler, donc sur la consommation des particuliers, on peut imaginer que la hausse des prix du pétrole a un impact direct pour les entreprises. La donne est en train de profondément changer en matière d'approvisionnement énergétique. Aujourd'hui, enfin, ils ont quand même une source de compétitivité. Ils peuvent se passer du pétrole. Ils peuvent pas se passer du pétrole. C'est bien le problème, pour deux raisons. D'abord parce que aujourd'hui, 50% des besoins pétroliers sont utilisés
utilisés pour le transport et que là, on n'a pas trouvé l'alternative encore, à part les agrocarburants, mais qui posent d'autres problèmes sur d'autres matières premières. On a déjà eu l'occasion d'en parler ensemble. Mais ça peut résoudre une partie du problème. Maintenant, ce sont des changements qui se font sur le très long terme et donc qui sont pas évidents à maintenir, à mettre en place immédiatement. Donc, il faut trouver des solutions pour les 5 à 10 ans qui viennent avant de pouvoir éventuellement switcher sur d'autres types d'énergie, parce que ces switches sont très difficiles à faire, très difficiles à mettre en œuvre. Des changements de long terme. Juste un mot peut-être de la raison de cette montée du pétrole. On parle beaucoup des facteurs géopolitiques. En premier lieu, le dossier iranien qu'on évoque régulièrement avec vous sur cette antenne. Benjamin, est-ce que justement dans cette montée, il n'y a que ces facteurs géopolitiques qui se cumulent et qu'est-ce qu'on price, qu'est-ce qui est intégré dans un brut léger américain 110 $ et un Brent à Londres à 124 $? Qu'est-ce qu'on intègre comme risque géopolitique aujourd'hui? Alors le risque géopolitique aujourd'hui est intégré, on va dire, à hauteur d'une dizaine à une quinzaine de dollars maximum. Il faut bien comprendre qu'on est quand même dans un monde pétrolier où les prix se font à la marge et aujourd'hui justement la marge elle est très faible. On a une marge de capacité de production qui est de l'ordre de 3 millions à 3,5 millions de barils par jour. Sur une consommation totale d'environ 90 millions de barils, donc c'est très faible, on est aux alentours de 3%, sachant que dans le même temps, on a en plus dans ces marges supplémentaires des pétroles extrêmement lourds qui sont très difficiles à raffiner. Donc en fait, la marge est un peu plus faible que ça. Et cette marge, elle est aussi faible, pourquoi? Parce qu'on a eu des événements majeurs géopolitiques. On a eu la Libye l'année dernière qui est en train de revenir sur le marché, donc ça règle en partie le problème, mais on est passé sur d'autres problèmes, ceux dont on parle, l'Iran, effectivement, qui nous préoccupe au premier plan aujourd'hui, mais également ceux dont on ne parle pas. On peut parler de plusieurs pays, on peut parler de la Syrie, même si on en parle un petit peu, mais pas pour les problématiques pétrolières. On peut parler du Yémen, on peut parler également du Soudan, qui est un pays dont on ne parle pas du tout, mais il y a eu la partition du Soudan. Juste pour donner la mesure des choses, la Libye, c'était 2 millions de barils jour produits. 1 600 000 barils par jour. Tout à fait. Quand on parle du Soudan, quand on parle même de la Syrie, on est sur des niveaux beaucoup moins importants. Mais c'est tout ça cumulé fait qu'au bout d'un moment, les tensions sont exacerbées. On est sur une somme de petits problèmes aujourd'hui, et cette somme de petits problèmes, on va dire si on prend la Syrie, le Soudan et le Yémen, c'est à peu près 700 000 barils par jour, c'est-à-dire quasiment ce qu'on a retrouvé comme production de la part de la Libye. Donc on est aujourd'hui dans un jeu à somme nulle. Donc le retour de la production libyenne a été annulé par d'autres conflits latents ou existants. Tout à fait, mais la bonne nouvelle quand même, c'est que la production libyenne revient en ligne un peu plus vite que prévu et qu'on pourrait retrouver les niveaux d'1 600 000 barils par jour de production d'ici cet été, ce qui permettrait peut-être de soulager un petit peu le marché. Donc quelque part, le marché normal aujourd'hui du pétrole est assez bien équilibré. On le voit bien dans les derniers chiffres d'ailleurs de l'Agence internationale à l'énergie ou dans les derniers chiffres de l'OPEP. On se rend compte qu'en fait, le mois dernier, l'OPEP a dépassé nettement le plafond de production qui s'était fixé, qui était de 30 millions de barils par jour. Ils sont à 30 900 000 barils par jour, alors même que l'Arabie Saoudite, elle, a réduit sa production d'à peu près 100 000 barils par jour. Donc on a récupéré quelques marges de progression. Maintenant, il y a énormément de facteurs géopolitiques qui rentrent en ligne de compte, mais c'est important de bien le comprendre dans la mesure où aujourd'hui, une hausse de 50 $ dans un contexte de récession, en tout cas de ralentissement mondial prononcé, ne peut se faire que par la réalisation d'un facteur géopolitique important. Un dernier mot peut-être, alors je ne veux pas vous amener sur le terrain politique, Benjamin, c'est pas votre sujet, mais justement, restons sur l'aspect technique, blocage des prix, TIPP flottante, voilà les recettes qu'on nous ressort là en cette période de campagne présidentielle. Est-ce que ça a un sens, ces recettes-là, pour vous, d'un point de vue technique, d'un point de vue économique? Alors, je ne vais pas répondre à la question, comme vous le disiez, parce que je ne vais pas aller sur le terrain politique. Je vais vous donner la réponse que donne l'Agence internationale à l'énergie. Alors, pour vous situer, l'Agence internationale à l'énergie, c'est l'organisme qui a été créé par l'OCDE pour régler les problématiques pétrolières, d'approvisionnement pétrolier pour les pays de l'OCDE. L'AIE, donc l'Agence internationale à l'énergie, dit dans ses rapports régulièrement que l'un des moyens principaux aujourd'hui de soulager le marché pétrolier et de rétablir l'équilibre entre l'offre et la demande serait de supprimer les politiques de subvention au prix du pétrole à travers le monde. Et selon eux, on pourrait, en faisant cela, regagner à peu près 5% de marge d'offre par rapport à la demande. 5%, c'est quoi? C'est 4 millions de barils par jour dans un marché de 90 millions de barils. Et on est sur les marges de manœuvre, parce que vous nous disiez tout à l'heure, c'est quelques centaines de milliers, quelques millions à peine par jour. On est à 3 millions de barils, on double la capacité excédentaire si on enlève ces politiques de subvention. Donc aujourd'hui, venir parler de politique de subvention en France, peut-être oui ponctuellement pour des industries, pour l'industrie du transport notamment qui en a besoin dans la mesure où ça ampute directement la croissance dans ce secteur, mais le faire de façon générale, je pense que c'est uniquement électoraliste et que l'impact ne sera que de courte durée. Il faut se résoudre à quelque chose, c'est pas moi qui le dis, c'est les experts de l'Agence internationale à l'énergie, encore une fois. L'ère du pétrole bon marché est terminée. Rationalisation de la demande.
C'est le seul moyen. C'est ce qui nous sauvera. C'est le seul moyen. On n'a pas d'autre solution puisqu'on est de plus en plus nombreux à consommer pour un marché qui est fini. La quantité de pétrole disponible, on la connaît, elle est limitée et donc il faut trouver des moyens de rationner la demande. Vous avez bien répondu à la question. Merci Benjamin, merci d'avoir été avec nous. Benjamin Louvet, associé gérant, expert en matières premières chez Prime Finance.